Lorsque la quête de raccourcis, de célébrité virale et de validation personnelle tourne catastrophiquement mal, même les moments les plus ordinaires peuvent devenir mortels. Ces 6 personnes ont appris cette vérité de la manière la plus stupide imaginable. C'était le 15 octobre 2019, lorsque Tyler Brooks a pris la décision qui mettrait fin à sa vie de 19 ans dans la buanderie du sous-sol de son dortoir de l'Université du Michigan. Tyler était le genre de première année qui semblait toujours être à bout de souffle. Pas seulement la batterie de son téléphone, mais aussi son énergie, sa patience et de plus en plus, son jugement. Un étudiant en informatique de la banlieue de Détroit, il avait cette intelligence agitée qui lui faisait penser qu'il pouvait déjouer n'importe quel système. Ses amis le connaissaient comme le gars qui passait des heures à trouver un raccourci de 10 minutes, du genre à acheter la version la moins chère de tout et à essayer de la modifier pour en faire quelque chose de mieux. Cette nuit-là, Tyler en était à son 3e energy drink, pour ce qui aurait dû être un simple devoir de programmation. Son téléphone était mort, des heures plus tôt, et le chargeur de remplacement à $3 qu'il avait commandé en ligne prenait une éternité pour le ramener à la vie. Privé de sommeil et nerveux à cause de la caféine, l'esprit de Tyler était fixé sur une conversation à moitié oubliée sur la tension et les vitesses de charge. La buanderie du sous-sol ressemblait à un tombeau à 2h15 du matin. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de sa tête, tandis que Tyler fixait la prise de séchoir de 220 volts, son cerveau fatigué, convaincu que c'était la solution à ses problèmes de charge. Il sortit son couteau de poche et commença à dénuder les fils de son chargeur contrefait, l'isolant en plastique se détachant pour révéler le cuivre en dessous. Tyler enroula les fils dénudés autour des broches de la prise du sèche-linge avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment compris la différence entre être astucieux et être imprudent. Au moment où il brancha son téléphone et que la connexion fut établie, 220 volts d'électricité traversèrent le chargeur mal construit. Le courant atteignit d'abord les mains de Tyler, traversant son téléphone et pénétrant dans son corps. Ses muscles se contractèrent involontairement, sa prise se resserrant autour de l'appareil qui était maintenant en train de le tuer. L'électricité traversait sa poitrine, perturbant le système électrique délicat qui maintenait son cœur battant en rythme. En quelques secondes, son cœur est entré en fibrillation ventriculaire. Tyler s'est effondré sur le sol en béton froid, son corps convulsant, alors que le choc électrique soutenu brûlait ses mains et provoquait un arrêt cardiaque. Le sous-sol est devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes et du courant électrique circulant encore dans le chargeur modifié. 3 minutes plus tard, Tyler Brooks était mort. Un étudiant de 2e année faisant sa lessive tard dans la nuit a découvert son corps 20 minutes plus tard, le chargeur modifié toujours branché dans la prise du sèche-linge comme preuve d'une expérience fatale. La maintenance du campus a dû couper l'électricité de tout le bâtiment avant que les ambulanciers puissent s'approcher en toute sécurité de la scène. L'enquête a révélé que Tyler avait contourné toutes les fonctionnalités de sécurité intégrées au câble de charge moderne. Son raccourci à $3 lui avait coûté tout. L'université a réagi en installant des couvercles inviolables sur toutes les prises haute tension dans les espaces communs et en lançant un programme d'éducation à la sécurité électrique sur tout le campus. La mort de Tyler est devenue une mise en garde chuchotée parmi les étudiants pendant la semaine des examens finaux, un rappel que certains raccourcis ne mènent nulle part de bon. Ses parents ont créé une bourse en son nom pour les étudiants en informatique, espérant que les générations futures pourraient canaliser leur curiosité de manière plus sûre que leur fils cette nuit d'octobre. Son colocataire a ensuite trouvé l'ordinateur portable de Tyler encore ouvert sur le devoir de programmation qu'il n'a jamais terminé, le curseur clignotant sans fin dans une fenêtre de code vide. L'ironie n'échappait à personne, un étudiant en informatique tué par sa mauvaise compréhension des principes électriques de base. En fin de compte, Tyler Brooks avait raison sur un point. La prise de 220 volts pouvait effectivement charger un téléphone plus rapidement. Il n'a simplement jamais eu la chance de le voir fonctionner. C'était le 8 décembre 2020, lorsque Jessica Martinez, âgée de 24 ans, a pris une décision qui allait lui coûter tout. La gestionnaire ambitieuse des réseaux sociaux de Minneapolis avait construit sa carrière en comprenant ce qui rendait le contenu viral, mais sa quête incessante de la célébrité en ligne l'entraînerait sur un chemin mortel. Jessica était le genre de personne qui vivait et respirait les tendances des réseaux sociaux. Mesurant 5 pieds 4 pouces avec un sourire contagieux, elle travaillait pour une entreprise de marketing locale, tout en développant sa marque personnelle. Sa personnalité pétillante et sa volonté d'essayer n'importe quoi pour du contenu l'avaient rendue populaire, mais cela la rendait aussi imprudente. Ce soir d'hiver, Jessica se retrouva seule dans sa maison de banlieue à Minneapolis. Sa colocataire était partie rendre visite à sa famille pour les vacances, laissant Jessica avec son téléphone, ses ambitions et une idée dangereuse. Elle suivait une tendance de jeûne intermittent de 18 heures, et son estomac grondait avec une intensité croissante. Plus tôt dans la journée, Jessica avait fait défiler les plateformes sociales lorsqu'elle était tombée sur des vidéos de personnes tentant des défis alimentaires extrêmes au froid.
Les vues étaient astronomiques et Jessica y a vu une opportunité. Elle a décidé de créer sa propre version, quelque chose que personne n'avait encore tenté. À 19h30, Jessica a ouvert son congélateur et a sorti une dinde congelée de 12 livres. L'oiseau était dur comme de la pierre, conservé à moins 10 degrés Fahrenheit. La plupart des gens auraient reconnu le danger évident, mais la faim de Jessica et son désir désespéré de créer du contenu viral ont obscurci son jugement. Elle a installé son téléphone pour enregistrer et a saisi un couteau de cuisine. Le plan était simple, découper des morceaux de la dinde congelée et les manger crus, créant ainsi le défi ultime de froid extrême. Elle a commencé à tailler dans l'oiseau congelé, créant des morceaux plus durs que des glaçons. Jessica force le premier morceau dans sa bouche, ressentant immédiatement le froid choquant contre ses dents et sa langue. La viande congelée commença à causer des engelures à ses tissus buccaux en quelques secondes. Sa bouche commença à s'engourdir, mais elle interpréta cela comme une adaptation au défi. Poussée par son estomac vide et l'adrénaline, Jessica continua à enfoncer de plus gros morceaux de dinde congelée dans sa bouche. Chaque morceau était à peu près de la taille d'une balle de golf et le froid extrême détruisait systématiquement les terminaisons nerveuses dans sa bouche et sa gorge. L'engourdissement devint l'ennemi de Jessica lorsqu'un gros morceau de dinde congelé, d'environ 110 cm de long, s'est coincé dans sa gorge. Elle ne pouvait pas le sentir correctement. Les engelures avaient endommagé sa capacité à percevoir l'obstruction et elle a continué à essayer d'avaler plus de viande congelée. Chaque morceau supplémentaire poussait l'obstruction initiale plus profondément dans ses voies respiratoires. La combinaison du gonflement dû au dommage causé par les engelures et du blocage physique créait une tempête parfaite. La respiration de Jessica est devenue de plus en plus laborieuse, mais l'engourdissement l'empêchait de comprendre la gravité. En quelques minutes, la dinde congelée avait complètement obstrué sa trachée. Jessica commença à s'étouffer violemment, ses réflexes corporels se déclenchant trop tard. Elle se griffa la gorge, essayant désespérément de déloger l'obstruction, mais l'engourdissement rendait impossible de localiser ou de retirer la viande congelée. Jessica s'est effondrée sur le sol de sa cuisine, son téléphone enregistrant toujours. Le manque d'oxygène a rapidement fait des ravages, et en 6 minutes après l'obstruction initiale, elle a perdu connaissance et est morte d'asphyxie. Sa colocataire a découvert la scène tragique en rentrant chez elle à l'improviste. L'appel au 911 est arrivé trop tard. Les ambulanciers sont arrivés pour trouver le corps sans vie de Jessica, entouré de morceaux de dinde congelés et de son téléphone toujours en train d'enregistrer. Le rapport du médecin légiste a révélé toute la tragédie. Un morceau de dinde, congelé de 10 cm, bloquait complètement sa trachée, tandis que des dommages importants dus aux engelures étaient documentés dans sa bouche et sa gorge. La combinaison de l'exposition au froid extrême et de l'obstruction mécanique avait créé une situation insurmontable. La mort de Jessica a provoqué une onde de choc dans la communauté des réseaux sociaux et a suscité de vastes discussions sur les dangers que les gens sont prêts à prendre pour du contenu viral. Sa dernière vidéo, jamais publiée, a servi de rappel sinistre que la quête de la célébrité en ligne peut avoir des conséquences mortelles. C'était le 22 mars 2020, lorsque la détermination de David Rodriguez à se prouver lui coûterait tout. David, un comptable de 43 ans de Richmond, Virginie, avait toujours été l'homme des chiffres, précis, méthodique et fier de son souci du détail. Mais lorsque la COVID-19 a balayé l'économie et que son entreprise l'a licencié après 15 ans, son monde s'est renversé. Sa femme, Maria, lui demandait de terminer la rénovation de leur garage depuis 3 ans. Et maintenant, avec du temps libre et sa fierté blessée, David voyait là l'occasion de prouver qu'il était plus qu'un simple homme de bureau. Pendant des semaines, David s'est plongé dans des tutoriels YouTube, regardant vidéo après vidéo sur l'encadrement, le placo-plâtre et les techniques de construction. Sa confiance grandissait avec chaque tutoriel. Il a commencé à dire à Maria qu'il était pratiquement un entrepreneur professionnel maintenant, rejetant ses suggestions d'engager quelqu'un ou au moins de demander de l'aide à leur voisin, Tom, qui travaillait réellement dans la construction. L'entêtement qui rendait David excellent pour équilibrer les comptes le poussait aussi à refuser de l'aide. C'était son projet, sa chance de prouver sa valeur au-delà des feuilles de calcul et des déclarations fiscales. Quand Tom a proposé de lui prêter un pistolet à clous pneumatique, David a sauté sur l'occasion, bien qu'il n'ait jamais utilisé d'outils électriques au-delà d'une perceuse basique. Ce dimanche matin-là, David s'est installé dans le garage avec son équipement emprunté. Le compresseur bourdonnait bruyamment, réglé à la pression maximale de 120 d'acier. David pensait que plus de puissance signifiait de meilleurs résultats. Il n'a jamais pris la peine de lire le manuel. Après tout, à quel point cela pouvait-il être compliqué de viser et de tirer? À 10h15 du matin, David se positionna maladroitement à côté d'un montant 2x4 qu'il essayait de fixer au mur du garage. Tenant la planche fermement de la main gauche, il s'étira autour avec le pistolet à clous, essayant de clouer de face sous un angle inconfortable. Sa nature méthodique l'avait abandonné au profit de l'impatience et de la confiance excessive. Au moment où David a appuyé sur la gâchette, la pression d'air excessive a provoqué un violent recul de l'outil.
Le pistolet a rebondi sur la surface en bois et a tiré à nouveau, envoyant cette fois un clou de charpente de 3,5 pouces directement dans sa poitrine. Le clou a pénétré son sternum et a traversé le ventricule gauche de son cœur. Le sang a immédiatement commencé à remplir le sac péricardique entourant son cœur, créant une condition appelée tamponnade cardiaque. Le cœur de David ne pouvait pas battre efficacement à mesure que la pression augmentait autour de lui. Il a titubé en arrière, le pistolet à clous tombant sur le sol en béton alors qu'il se tenait la poitrine, choqué et confus. David s'effondra contre son établi, en voyant des pots de peinture et des outils s'écraser au sol. Sa nature méticuleuse, qui lui avait si bien servi en comptabilité, ne pouvait pas l'aider maintenant alors que son cœur s'arrêtait. En 90 secondes, sa pression artérielle chuta à 0 et il perdit connaissance. Maria l'a trouvé 2 heures plus tard, lorsqu'elle a apporté son sandwich préféré pour le déjeuner. Les ambulanciers sont arrivés 6 minutes après son appel paniqué, mais malgré leurs mesures avancées de réanimation, David n'a pas pu être réanimé. Le médecin légiste a ensuite déterminé que le clou avait créé une déchirure de 5 cm dans son muscle cardiaque, une blessure instantanément fatale. Les enquêteurs de l'OSHA ont découvert de multiples violations de sécurité sur les lieux, y compris le réglage de la pression d'air dangereusement élevée et l'absence d'équipement de sécurité adéquat pour David. L'incident a incité les fabricants à ajouter de nouveaux avertissements concernant les réglages de pression sur l'emballage des cloueuses pneumatiques. David Rodriguez, qui avait passé sa carrière à s'assurer que chaque chiffre s'additionnait parfaitement, avait commis une erreur de calcul qui lui a coûté tout. Son désir de prouver qu'il était plus qu'un simple comptable s'était terminé dans un garage de banlieue, entouré des outils d'un métier qu'il n'avait jamais vraiment appris à respecter. L'homme qui pouvait équilibrer des budgets de plusieurs millions de dollars C'était le 8 novembre 2021 lorsque l'esprit compétitif de Rebecca Martinez mènerait à une fin dévastatrice dans sa cuisine à Nashville. L'enseignante d'école primaire de 35 ans avait toujours été la plus aventureuse parmi ses sœurs de sororité à l'université, repoussant constamment les limites culinaires pour impressionner ses amis de longue date lors de leurs réunions virtuelles mensuelles. Rebecca possédait un enthousiasme contagieux qui la rendait adorée à la fois par les élèves et les collègues. Sa personnalité pétillante et sa détermination à exceller dans tout ce qu'elle entreprenait lui avaient valu le surnom de super prof à l'école élémentaire Lincoln. Cependant, cette même quête de perfection allait s'avérer fatale ce soir d'automne. L'après-midi avait commencé assez innocemment. Rebecca avait siroté du vin en se préparant pour le concours de cuisine virtuelle avec ses sœurs de sororité, une tradition qu'elles avaient maintenue depuis l'université. L'alcool avait relâché ses inhibitions, la rendant plus audacieuse que d'habitude. Elle a décidé de tenter les bananas Foster, un plat qu'elle n'avait jamais préparé auparavant, déterminée à créer quelque chose de spectaculaire pour ses amis qui regardaient via Zoom. La petite cuisine de son appartement à Nashville était mal ventilée, avec seulement une petite fenêtre au-dessus de l'évier. Plusieurs brûleurs avaient fonctionné pendant des heures, créant une atmosphère étouffante. La cuisinière électrique bon marché sur laquelle elle comptait rendait le contrôle des flammes imprévisible. À exactement 19h20, Rebecca a chauffé sa plus grande poêle avec du beurre et du sucre brun, tandis que ses amis l'encourageaient à travers leurs écrans d'ordinateur. Encouragée par leurs encouragements et le vin, elle versa une demi-tasse de rhum dans la poêle, dépassant largement la quantité requise par la recette. Elle voulait créer une flamme spectaculaire qui laisserait ses amis émerveillés. Au moment où Rebecca inclina la poêle vers la bobine incandescente du brûleur électrique, le désastre frappa. Une énorme boule de feu jaillit de la poêle, bien plus grande que tout ce qu'elle avait anticipé. La vapeur d'alcool s'était accumulée dans l'espace mal ventilé, créant des conditions parfaites pour un feu éclair qui s'est propagé à une vitesse terrifiante. Les flammes ont immédiatement enveloppé la blouse en coton ample de Rebecca, le tissu s'enflammant comme de l'amadou. Le feu s'est rapidement propagé à ses longs cheveux bruns et à son visage alors qu'elle restait figée de stupeur. La panique a pris le dessus sur sa pensée rationnelle et elle a instinctivement couru vers l'évier. Mais son mouvement frénétique n'a fait qu'attiser les flammes, les rendant plus intenses. Le mélange synthétique de sa chemise a commencé à fondre sur sa peau, créant des brûlures au 3e degré sur 60% de son haut du corps. Les gaz surchauffés qu'elle a inhalés ont brûlé sa gorge et ses poumons, provoquant une détresse respiratoire immédiate. Rebecca s'effondra dans son couloir étroit, ses voies respiratoires gravement endommagées et se remplissant de liquide. Ses sœurs de sororité, toujours connectées via l'appel vidéo, ont regardé avec horreur leur amie disparaître de vue. Elles ont immédiatement contacté les services d'urgence de Nashville, fournissant l'adresse de Rebecca au répartiteur, tout en appelant désespérément son nom à travers leurs écrans. Les pompiers sont arrivés 4 minutes après l'appel d'urgence, mais ils ont trouvé Rebecca inconsciente avec des brûlures dévastatrices et une inhalation de fumée sévère. Les ambulanciers ont travaillé frénétiquement pour stabiliser son état avant de la transporter au centre médical de l'université Vanderbilt. Malgré les meilleurs efforts de l'équipe médicale, les blessures de Rebecca se sont avérées trop graves.
L'insuffisance respiratoire causée par ses voies respiratoires brûlées et ses poumons remplis de liquide n'a pas pu être inversée. Elle a été déclarée morte 3 heures après l'accident, laissant derrière elle une famille, des amis et des élèves dévastés qui adoraient leur enseignante énergique. L'enquête des pompiers a révélé des niveaux dangereux de vapeur d'alcool dans toute la cuisine de Rebecca, confirmant que les vapeurs accumulées avaient créé des conditions propices à l'embrasement instantané. La combinaison d'une mauvaise ventilation, d'un excès d'alcool et d'un manque d'expérience s'était révélée fatale. La mort tragique de Rebecca a incité son district scolaire à mettre en place des protocoles de sécurité pour les activités de cuisine virtuelle. Son histoire sert de rappel poignant que la sécurité en cuisine ne doit jamais être compromise. C'était le 4 juillet 2022, lorsque la quête de Marco Johnson pour le feu d'artifice parfait s'est transformée en son dernier acte. Ce mécanicien de 33 ans de Denver avait toujours été du genre à croire que plus c'est grand, mieux c'est. Une philosophie qui lui avait bien servi pour réparer des moteurs, mais qui s'avérerait catastrophique avec des explosifs. Marco mesurait 6 pieds de haut avec des mains calleuses qui témoignaient d'années passées sous les capots de voitures. Sa personnalité exubérante faisait de lui l'âme de chaque fête, bien que son côté têtu inquiétait souvent sa femme, Sarah. Ce soir de fête de l'indépendance, avec la bière coulant à flot lors de leur rassemblement dans le jardin de banlieue, les instincts de showman de Marco se sont emballés. Plus tôt cette semaine-là, il avait acquis 20 pétards M80 illégaux d'un vendeur louche, convaincu que ceux-ci créeraient le final spectaculaire que sa fête annuelle du 4 juillet méritait. Malgré les protestations inquiètes de Sarah et les rires nerveux de ses invités, Marco passa l'après-midi dans son garage à retirer méthodiquement les mèches individuelles et à lier les explosifs ensemble avec du ruban isolant. Son plan semblait infaillible. Une longue mèche devait enflammer les 20 simultanément, créant ce qu'il se vantait d'être entendu à 3 pâtés de maison. L'alcool avait amplifié sa confiance tout en émoussant son jugement. Quand Sarah le supplia de reconsidérer, Marco l'écarta d'un geste avec sa bravade caractéristique, insistant sur le fait que son expertise mécanique se traduisait par une compréhension des explosifs. À 21h30, avec les voisins rassemblés autour de son jardin, Marco exhiba fièrement sa création. Le paquet ressemblait à une petite dynamite, ce qu'il était essentiellement sans qu'il le sache. Il a allumé la mèche en s'attendant à avoir 10 secondes pour se mettre à l'abri, mais ces modifications avaient créé une vitesse de combustion imprévisible. Au lieu de 10 secondes, Marco en avait 3. La panique se lisait sur son visage alors que la mèche disparaissait plus vite que prévu. Il a tenté de lancer le paquet, mais la force combinée de 20 M80 a explosé alors qu'il le tenait encore dans sa main droite. L'explosion, équivalente à un quart de bâton de dynamite, a instantanément vaporisé sa main et son avant-bras. La déflagration dévastatrice a envoyé des fragments d'os déchirer sa cavité thoracique, perforant ses 2 poumons et son cœur. Des éclats ont criblé son torse, tandis que la détonation a rompu ses tympans et causé un traumatisme cérébral sévère. Marco s'effondra sur sa pelouse, le sang s'accumulant sous lui, tandis que les invités horrifiés criaient à l'aide. En 4 minutes, le mécanicien qui avait passé sa carrière à réparer des choses avait succombé à des blessures traumatiques et à une perte de sang massive. Les ambulanciers arrivant sur les lieux ont découvert sa main sectionnée à 10 mètres de l'endroit où il était tombé, un sombre témoignage de la puissance de l'explosion. La déflagration a résonné sur des kilomètres, incitant des enquêtes de l'ATF et un renforcement des réglementations sur les feux d'artifice dans le comté. La famille de Marco a ensuite poursuivi le vendeur illégal, bien qu'aucune victoire juridique ne puisse compenser leur perte. Ces 3 jeunes enfants grandiraient sans les leçons de garage du week-end de leur père. Sa mort a servi de rappel brutal que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être améliorées par des modifications et que l'expertise dans un domaine ne garantit pas la compétence dans un autre. Le dernier 4 juillet de Marco Johnson est devenu une mise en garde sur les conséquences mortelles de la combinaison d'alcool, d'arrogance et d'explosifs dans la quête d'une gloire éphémère. Le mécanicien de banlieue qui avait toujours cru pouvoir tout réparer avait finalement rencontré quelque chose d'irréparable. Les dommages irréversibles causés par sa propre ambition imprudente et son désir d'impressionner les autres. C'était le 14 août 2023, lorsque l'excès de confiance de Troy Mitchell transforma un nettoyage de routine en une erreur mortelle. Le travailleur de service d'arbres de 31 ans avait passé plus d'une décennie à maîtriser son métier, gagnant le respect dans toute la Virginie rurale pour sa précision avec des équipements dangereux. Troy était connu pour ses normes de sécurité méticuleuses sur les chantiers, insistant toujours pour que son équipe suive les protocoles appropriés à la lettre. Cet après-midi étouffant, Troy examinait les dégâts causés par la tempête dans son jardin boisé. Plusieurs canettes de bière vides traînaient sur son porche, tandis qu'il évaluait une énorme branche de chêne suspendue à 15 pieds au-dessus de sa tête, coincée de manière précaire dans les branches d'un autre arbre. Son approche méthodique habituelle avait été compromise par l'alcool et le désir d'économiser de l'argent en travaillant seul au lieu d'appeler son équipe habituelle.
La personnalité de Troy changeait lorsqu'il travaillait sur sa propre propriété. Le même homme qui exigeait des harnais de sécurité et des techniques de gréement appropriées au travail devenait imprudent chez lui. Il saisit sa tronçonneuse bien usée, ignorant le voyant d'avertissement de faible niveau d'huile de bar qui clignotait de manière inquiétante. L'équipement qui avait été son compagnon de confiance pendant des années allait devenir son bourreau. À 16h45, Troy se positionna directement sous la branche suspendue, violant toutes les règles de sécurité qu'il imposait professionnellement. Il tire sur le cordon de démarrage et le rugissement familier du moteur 2 temps emplit l'air humide. Atteignant maladroitement au-dessus de sa tête, il pressa la chaîne tournante contre le bois coincé. La physique de la situation s'est immédiatement retournée contre lui. L'angle maladroit a provoqué le blocage de la chaîne dans le chêne dense, créant le scénario le plus dangereux dans l'utilisation d'une tronçonneuse, le recul. Le nez de la scie a accroché et les lois de Newton ont pris le relais avec une efficacité dévastatrice. La tronçonneuse a jailli en arrière, avec une force énorme, la chaîne tournante se dirigeant vers le cou exposé de Troy à 30 miles par heure. Ses réflexes, émoussés par l'alcool et compromis par la position inconfortable, l'ont complètement abandonné. La chaîne acérée frappa sa gorge avec une précision chirurgicale, sectionnant son artère carotide et déchirant sa trachée. Le sang jaillit de la plaie en jet rythmique, peignant les feuilles tombées en cramoisi. Les mains de Troy se portèrent instinctivement à son cou, alors que la tronçonneuse lui échappait, son moteur hurlant encore. L'hémorragie artérielle était catastrophique, vidant les 5 litres de sang de son corps à une vitesse terrifiante. En moins de 90 secondes, la vision de Troy s'assombrit, alors que son cerveau manquait d'oxygène. Ses genoux fléchirent et il s'effondra parmi les branches éparpillées qu'il avait dégagées. La tronçonneuse s'éteignit finalement, ne laissant que le bruit du sang se répandant sur la terre sèche. Le corps de Troy luttait désespérément contre l'inévitable, mais la physique avait déjà déterminé l'issue. L'artère sectionnée continuait de pomper sa vie, jusqu'à ce que son cœur cesse finalement de battre, 4 minutes après le recul initial. 20 minutes plus tard, son voisin a enquêté sur le silence soudain. La scène de la découverte était horrifique. Le corps sans vie de Troy, entouré de feuilles imbibées de sang, la tronçonneuse gisant à proximité comme une arme abandonnée. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes après l'appel au 911, mais leur équipement de réanimation avancé était inutile face à une telle perte de sang massive. Troy était mort depuis près d'une demi-heure, son corps refroidissant déjà sous la chaleur de la Virginie. L'enquête a révélé une ironie tragique. Le même homme qui prêchait la sécurité avec les tronçonneuses était mort en violant tous les protocoles qu'il imposait. Son employeur, dévasté par la perte, a mis en place de nouvelles politiques exigeant l'utilisation d'équipements de sécurité même en dehors des heures de travail. La femme de Troy a découvert que son corps avait perdu près de 3 litres de sang, soulignant la gravité des blessures artérielles. Sa mort est devenue une leçon de prudence dans toute l'industrie des services arboricoles, prouvant que l'expérience sans précautions adéquates ne signifie rien lorsque la physique et l'erreur humaine se heurtent avec des conséquences fatales. Ne laissez pas ces histoires choquantes être la fin. Cliquez sur la vidéo suivante pour encore plus de récits incroyables de stupidité humaine qui vous épateront complètement.